Le 16 mai 2013, au soir, j'ai failli perdre la vie. Plus j'essayais de comprendre ce qu'il me disait, plus j'essayais de trouver des phrases positives, plus il m'enfonçait, plus ces phrases étaient destructrices, plus je m'assoyais, puis je m'écroulais, plus j'essayais de comprendre, et en fait, moi je comprenais. J'ai voulu comprendre, parce que comprendre, on avait tout. On venait juste une semaine avant de finir notre maison. Il avait une femme qui l'aimait, des enfants qui l'aimaient. C'était en bonne santé, travaillait bien à l'école. On avait une maison, on avait tous les deux enfin un travail. Non, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai cru, dans ses paroles, tout ce qu'il disait, j'ai cru que j'allais perdre, je perdais tout. Je le perdais lui, je le perdais mes enfants, parce que, comme il disait, je gagnais pas assez. Je perdais ma maison, je perdais mes enfants, mon mari, tout ce qui était représenté ma vie, c'était mon mari, mes enfants. C'était tout pour moi. Et puis j'essayais de m'accrocher, je veux comprendre ce qui se passe. Mais pourquoi tu me parles comme ça? On va aller voir des gens, on va aller voir des professionnels, on va trouver une solution. Et lui disait non, c'est des charlatans. En fait, à chaque fois, il y a le passage où j'ai dit, je vais le dire. Je vais dire ce que tu m'as fait, je vais le dire. Je comprends pas, je vais le dire. Et là, il m'a dit non. Il me dit, ça sera ta parole contre la mienne. Et moi, je vais dire ce que je veux à qui je veux. Quand je lui disais que je l'aimais, et que je l'aimais, mais avant qu'il soit ce qu'il est, même quand il faisait la plonge, des petits boulots, peu importe, c'était lui que j'aimais. La personne, l'individu. Et quand je lui ai demandé, et toi, mais tu m'aimes, tu m'as quand même aimé, il y a quelque chose. Il dit non. C'était juste qu'un investissement. Ben, je me suis effondrée, je comprenais plus, j'essayais en fait. Plus j'essayais de comprendre, plus ça m'enfonçait. Et là, à un moment donné, il a sorti cette phrase. De toute façon, tu me gênes, tu me gênes. Et en fait, quand il a dit cette phrase, je l'ai regardé, je lui ai dit, je te gênerai plus. J'ai jamais voulu lui faire de mal, jamais je voulais lui faire de mal, au contraire. S'il était malheureux, je l'étais, je comprenais plus. Je voulais que son bonheur, donc je lui ai dit, si t'es pas heureux, je vais m'en aller. Il a dit, tu me gênes. Et là, je suis partie, je me suis levée. On était dans la chambre, je suis partie dans la salle de la cuisine. Et je lui avais acheté à la pharmacie, comme il ne dormait plus, il était devenu... les nuits étaient très difficiles, il était brutal, excessif dans ses gestes, dans ses paroles. Et j'étais persuadée que c'était parce qu'il ne dormait pas assez. J'étais allée à la pharmacie et la dame m'avait donné du sédatif PC pour les danseurs dormir. Comme il ne voulait pas aller voir le médecin, il ne voulait pas aller voir le médecin militaire, il ne voulait pas aller voir le médecin civil. J'ai demandé d'aller parler avec quelqu'un, il ne voulait pas. J'avais été voir des gens, des collègues, j'avais essayé de chercher de l'aide, mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas le demander. Ça se fait pas. Tellement... Alors j'ai pris toute la plaquette de sédatif PC qui était pour lui et j'ai voulu moi dormir. Après j'ai pris les plaquettes de Doliprane. J'étais sur la table de la cuisine. Et là j'ai commencé à avoir de la colère. Après la maison de la Grande Muette. En colère après eux parce que leurs hommes ils les connaissent pas. Leurs fameux éléments ils les connaissent pas. Une fois qu'ils rentrent à la maison, comment ils sont. Quand ils ont une dure journée, quoi. Ils pensent pas aux femmes, à ces femmes. Il m'a assommé la tête. Il a fait des choses
qu'il n'aurait pas dû devant mes enfants. Et je trouvais plus de solution. Je trouvais plus, alors j'ai allumé l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur? Je sais pas. Et au lieu d'une lettre, je sais pas. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai écrit. Je voulais écrire ma colère auprès de cette grande muette. Il n'y avait personne pour aider ces femmes. Ces fameux éléments derrière, il n'y avait personne. Et puis après, c'est parti comme un testament pour mes enfants. Et après, je sais plus. Je suis retournée dans le lit et je l'ai repris son bras de force. Parce que je voulais qu'une dernière fois, il accepte de me faire un câlin, de me prendre dans ses bras. C'est tout ce que je voulais. Et puis m'endormir dedans. Et en fait, il a tout de suite réagi, il m'a poussé comme il faisait. Et là, il m'a dit, t'es pas normal, t'as une drôle de tête, t'es pas normal, t'as fait une connerie. T'as de la chose que t'es ma femme, sinon je t'aurais giflé. Et il m'a engueulé. En fait, il est parti, j'ai cru que c'était pire. Alors j'ai pris, il y avait ce sac à côté de sa commode, avec ses médicaments. J'ai pris, il y avait 2 boîtes, j'ai pris tout ce qui restait dedans. Donc après, j'ai su qu'il y avait une boîte d'antibiotiques et une boîte de cortisone. Et là, j'attendais. Il a marché sur les plaquettes vides qui étaient par terre. Et il a râlé. Il est reparti. Je l'ai entendu poser les bols, préparer les déjeuners sur la table de verre qu'il y avait dans la cuisine. Il est revenu. Il est revenu. Il s'est assis à ma place au niveau de mon oreiller. Il m'a regardé. Il m'a fait un petit sourire. Maintenant, je m'occupe des enfants. Et il est parti. Il est parti réveiller les enfants pour les préparer pour l'école. Et là, je me suis enfouie sous ma couette. Je voulais pas que mes enfants me voient, m'entendent. Je suis partie. Je me demandais quand est-ce que ces sédatifs baissés allaient faire leur effet. Et là, à un moment donné, j'arrivais plus à respirer. J'étais allongée et j'arrivais plus à respirer. Ma gorge était mise à gonfler. Et je cherchais mon souffle, Alors je me suis redressée, j'ai crié, je l'ai appelé. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui venait. Et là, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit, je suis en train de mourir et je suis toute seule. J'ai su après que c'était à cause de la cortisone. Ma gorge avait gonflé. Et à un moment donné, j'ai regardé, j'ai tombé sur mon portable. J'ai voulu regarder 10h43, 10h47, quelque chose. Et là, et à un moment donné, lui, il est arrivé, je criais. Il est arrivé. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Et la façon dont il m'a dit, il m'a entraîné. Je me suis levée. Je sais plus ce qu'il a dit, je l'ai suivi. Il parlait, il montrait le téléphone fixe. Il parlait de secours, ou je sais plus. Non, je voulais plus être secourue. Et j'ai tiré sur la prise. Et après, je suis repartie dans le lit. Je faisais les murs du couloir. Et
Et là, il est arrivé, il m'a dit, de toute façon, ils les trouveront pas. Je les ai mis dans le grenier. J'ai rien compris. Et après, il y avait ces deux messieurs. D'un seul coup, je me suis retrouvée avec deux messieurs. Et il parlait. Et tout ce que je savais, c'est que j'avais la tête comme ça. Et j'avais que ma nuque qui me disait tiens ta nuque, si tu la lâches, c'est foutu. Et quand j'ai vu ces deux hommes en blanc, là, j'ai dit je voulais plus mourir, c'est fini, non je veux pas. Et j'arrivais pas à répondre. Et là, le monsieur est arrivé, je sais pas, ils ont parlé, ils ont fait sortir monsieur, ils sont venus. Et il parlait, et il avait les plaquettes dans les mains. Puis il dit, c'est ça que vous avez pris. Je regarde, j'arrivais même pas à répondre. Non, il n'y avait pas que ça, mais j'arrivais même pas à répondre. Il n'y avait pas tout. Et c'est ça que j'ai compris, qu'il avait lâché les autres plaquettes dans le grenier. Mais avant d'en arriver là, ça faisait quasiment 2 ans que c'était devenu intense, dur. J'y arrivais plus. On appréhendait dès qu'il arrivait. Comment il va arriver? Les enfants me disaient maman, qu'est-ce que tu vas faire à papa aujourd'hui pour lui faire plaisir? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et tout, non, c'était ça. Faire plaisir. Dès que lui, les enfants, je voulais qu'ils soient heureux, tous heureux. Et en fonction de comment il arrivait, les enfants le guettaient. Maman, papa est arrivé. Oh, regarde maman. Et on savait la façon dont il marchait, l'allure qu'il arrivait, comment il était, s'il était de bonne humeur ou de pas de bonne humeur. Et là, selon, je disais aux enfants, allez dans vos chambres. Et là, et même si je rêvais, prends-moi la main, sors-moi de là. Quand mes parents n'étaient pas là, pas un bisou, rien. Dès que ma mère arrivait, comme par hasard, il venait me faire un bisou sur le front. Et dès qu'il repartait, il m'a dit « Je te préviens. Si tu me cherches à nuire, je vais te détruire. » Il y a plein de choses à dire et je veux plus me cacher. Aujourd'hui, je fais ça parce que je veux casser un cycle. J'ai appris des cycles, des schémas, j'ai honte. J'ai honte, je vois des choses se reproduire sur mes enfants, des choses qui continuent sur mes enfants. Je veux plus. Je n'en peux plus. Ils continuent sur moi 1 an et demi après être séparés. Ils continuent, je n'en peux plus. Alors, s'il faut parler, je vais parler. Et je veux plus que mes enfants, je veux qu'ils sachent se protéger. Le message que je voudrais transmettre s'adresse aussi bien aux adolescentes ou adolescents, aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux parents. Quand il m'étranglait, je mettais ma main sur son bras. Je caressais ses poils, ils étaient doux parce que j'adorais ses bras. Mais là, il me faisait mal. Un jour, il s'est passé des choses sur mes enfants. Un jour, j'ai vu sur mon fils. Il se retenait de pleurer. Il avait la joue toute rouge. Je lui ai dit, Thomas, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, c'est papa. Et ça m'a suffi pour comprendre. Je lui ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quand il m'a décrit, j'ai eu mal intérieurement. Parce que c'est ce qu'il me faisait à moi avant. Après, ça a été ma petite. Je sais que j'ai fait quelque chose de pas bien en continuant de cacher. Je savais ce que je voyais sur ses bras de ma fille. J'ai emmené ma fille voir la pédiatre.
Et là, ce que j'ai vu en ma fille, quand le monsieur essayait de lui parler, parce que c'était pas de l'eczéma, comme lui essayait de nous faire croire qu'il avait même été jusqu'à aller chercher une pommade. C'était bien ses mains, vous voyez les 4 doigts, c'était bien ses mains. Et mes filles avaient des bleus au bras, elle avait les marques de son père sur les bras. Et là, j'ai même pris rendez-vous chez le pédiatre en disant que ma fille avait de l'eczéma. Et lui m'a regardé, il m'a dit non madame. Il a fait le tour, il a dit à ma fille comment tu t'es fait ça, etc. Elle a dit c'est papa, papa il a dit c'est de l'eczéma, papa il a dit c'est de l'eczéma. Et là, ce que j'ai vu ce jour-là, c'était moi. C'est mon enfant, c'était moi. C'était capable de mentir pour protéger la personne qui nous a fait ça. Lui, il dit qu'il joue, il dit qu'il sent pas sa force, ou il dit qu'elle a des doigts d'os, ou il dit c'est de ta faute, t'as qu'à pas avoir la peau qui marque, que t'as la peau qui marque trop vite. Je veux plus de ça, ni sur moi, ni sur eux. Je veux plus qu'ils s'en prennent à eux. Et là, le monsieur, il est venu, et puis il m'a dit aussi, vous êtes dans un schéma. J'ai fait quoi? Un schéma? Et là, il m'a orientée vers une dame, une assistante sociale. Il dit, elle vous expliquera. Et là, elle m'a parlé de cycle. Et là, j'avais honte. Je fais quoi? Un cycle? Un tableau? Elle me parlait plus, elle parlait. Puis je dis, mais c'est quoi ça? Il y a un tableau, il y a un cycle. On se rentre dans un tableau. Mais j'ai dit, mais c'est quoi? On peut pas prévenir. Et là, je suis révoltée parce que si on peut prévenir, que les gens ils sachent s'il y a des signes, bah ces signes il faut les dire. Et ça c'est pas que des adultes, c'est pas que des mamans, ça concerne des enfants, ça concerne des ados. Quand il est arrivé dans ma vie, j'ai été collégienne, j'étais en 3e, et lui il avait déjà passé le bac, il était étudiant. Moi j'étais déjà dans un contexte de vie familiale où en fait, depuis toute petite, en fait, il y avait déjà la violence. Dès là où je suis née, il y avait déjà de la violence. Et il y en a eu plusieurs sortes de violences. Tais-toi, reste dans les marches, bouge pas. Pas sous le plan de travail. Tu restes là, tu bouges pas, tu gênes pas. Faut pas en parler, faut rien dire. Protège ta mère, prends soin de ta mère. Et quand ce monsieur est arrivé, où il y avait ces scènes de violence, moi, oui, je l'ai suivi. Je suis partie avec lui. Ouais, c'était mon prince charmant, oui, parce que mon premier cinéma, c'est ma tante qui me l'a offert. On était allé voir La Belle au bois dormant. Pour m'endormir, pour réussir à m'endormir, je rêvais de prince charmant. Et quand lui est arrivé, c'était mon prince charmant. J'avais qu'une hâte, c'était ses bras, être dans ses bras. J'ai redoublé parce que amoureuse, je l'ai suivi. Il avait une voiture, il avait tout. Arrivé en seconde, quand j'étais au lycée, c'est là qu'en fin de compte, maintenant je me rends compte, j'ai jamais eu autant de foulards de ma vie. J'avais un panier, je l'ai encore, avec tout plein de foulards. Il me faisait tout le temps des suçons. C'est à moi qui disait. Faut leur montrer que t'appartiens à quelqu'un. C'est à moi. T'es déjà prise, qui disait. T'es déjà prise. Faut leur montrer que t'es déjà prise. Alors, meuf. Le ceinturon. J'ai eu des bleus à cause du ceinturon. Ça, ils savent pas, les gradés, comment ils se comportent. J'ai eu des bleus. Sauter dessus avec son ceinturon. Chaque fois, je lui disais que ça me faisait mal avec le bâton, le sifflet, le machin. Et je me retrouvais sur le clavier. Oui, j'avais mal. J'avais beau lui dire. Il recommençait. L'arme à feu, il la rangeait jamais. Elle était toujours au pied du lit, sur le côté du lit. Chaque fois que je devais faire le lit, il fallait que je contourne l'arme à feu.
Et je lui demandais toujours de la ranger. Il avait 2 commodes, il y avait 6 tiroirs. J'ai dit, mais range-la dans un tiroir. T'as qu'à le faire. Non, je peux pas toucher à cette arme. Et bah, t'as qu'à pas y toucher, c'est pas toi d'y toucher. En fait, c'était nous. Nous devions apprendre à pas y toucher plutôt que lui d'apprendre à la ranger. Et après, il y a eu toutes ces scènes où il nous demandait d'aller chercher des choses qu'il mettait à côté de son arme. Donc on n'avait pas le choix. Et on était là, et lui, ça le faisait rire. C'est comme quand il faisait ça avec son bâton. Ouais, c'était bien. Montrer qu'il était le plus fort. Il dormait avec l'arme à côté de nous. Et en fait, il y a eu les enfants. Il prenait la déesse des enfants, il les chargeait, les prenait, et les mettait à charger à côté de l'arme. La maison, il y a des prises partout, mais non, c'était là. Et quand les enfants cherchaient leur déesse, papa, elle est où ma déesse? Bah, t'as qu'à aller la chercher. Et en fait, ils n'avaient pas le choix que de passer par-dessus l'arme pour aller chercher la déesse. Il y a des signes chez des gens, quand vous voyez qu'ils changent d'attitude, de tenue vestimentaire, qu'ils se mettent à mettre des foulards. J'étais féminine, j'aimais bien les jupes courtes, je mettais plus que des jupes longues. Pour cacher les bleus. J'avais le dessin. Le dessin, c'était toute ma vie. Il le savait. Parce que depuis petite, c'était mon refuge avec toutes ces choses que j'avais vues, vécues. Je dessinais, c'était mon refuge. Et ensuite, j'avais ces quelques petits objets africains parce que j'avais vécu en Afrique. Ça, c'était moi. Quand je suis allée le rejoindre là-bas, le suivre dans cette autre région où il a muté, il m'a fait retirer ces objets. C'est que des attrape-poussières, ceci, cela. Même si c'était moi qui les nettoyais, c'est pas grave. Il râlait. Il fallait les jeter. Je les ai plus revus, il les a rangés. Après, il y a le dessin. Je pouvais plus prendre le crayon dans la main. Tu comptes pas dessiner? Tu comptes faire quoi avec ton crayon? Tu vas pas dessiner quand même, tu vas pas encore dessiner. Enfin, c'était tout le temps de l'acharnement. Je prenais à peine le crayon, j'avais même pas. Tu comptes faire quoi avec ça dans la main? Et en fait, c'est devenu, voilà. Et du coup, j'ai arrêté de dessiner parce que même après, en prenant simplement le crayon, je l'entendais. Et après, ce qui s'est passé, c'est que la seule chose qui me restait, c'était... J'étais loin de ma famille. Il me restait plus que lui. Alors c'était qu'il soit heureux. Je voulais pas qu'il soit malheureux. Alors, j'organisais tout ce que je pouvais. Je préparais des sorties, le pique-nique, tout comme ça pour partir. Et en fait, machinalement, c'était lui faire plaisir, qu'il soit heureux. Ah oui, je vois dès que j'étais heureux, dès qu'il était heureux, lui, les enfants, j'étais heureuse, voilà. Le jour où j'ai eu mon enfant, pouf, déjà rien que la grossesse, dès qu'une baleine t'as vu, ça t'a déformé, les enfants, ça te déforme les enfants. Regarde-toi, t'es bonne pour faire un ravalement de façade, t'as des bras de camionneur. Et après, c'était fini. Après, il partait, il prenait tous les déplacements, ce qui fait que la première année de l'enfant, celle où j'aurais vraiment eu besoin de lui, parce que c'était la première fois que je devenais mère, que j'avais vraiment besoin de soutien, il est parti 8 mois sur 12. Et quand il revenait entre deux, un jour, il a attrapé, et c'est là que j'aurais peut-être dû partir. L'enfant était malade. Et il s'est pleuré en pleine nuit. Il fallait surtout pas d'enfants dans la chambre. Pas d'enfants dans la chambre, pas d'enfants dans le lit. Ça, c'était sûr. Et l'enfant s'était mis à pleurer. Il s'est élevé à toute vitesse dans la nuit. Il a attrapé l'enfant, il l'a plaqué contre le mur de la porte de la chambre de l'enfant. Il a fait « Tu vas t'arrêter, tu vas truquer !» Je colle. Je suis arrivée à toute vitesse, il m'a fait peur. J'ai pris l'enfant qui hurlait, je suis restée à le calmer. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui montre que c'est que d'être père? Est-ce que je lui montre que c'est qu'un enfant parce qu'il déteste les enfants? Et il connaissait pas, alors bref. Après, ça a été la tête, les gestes, les étranglements.
Et peu de temps en avant, on avait vu la famille où c'était plein auprès de la famille que je ne laissais pas assez jouer aux enfants. Laisse-le jouer avec les enfants. Oui. Et là, je vois cette scène. Ma fille qui est rouge, qui hurle d'arrêter. Elle est rouge, elle est quasiment pliée, elle n'en peut plus. Et lui, il s'acharne sur sa tête, il n'arrête pas. Et je compte 1, 2, 3, il va s'arrêter. Et là, il y a l'autre enfant qui se met à côté, qui le regarde et qui fait pareil. Et là, elle hurle. Et au bout de la 10e, je peux plus, je sors, je craque, je vais sauver ma fille. Et je savais que je m'en prendrais après. Alors après, c'est sur ma tête, par derrière, qui s'en est pris. Mais non, il dit toujours, je sais pas viser. Un jour, il m'a entraînée dans le couloir, j'ai senti quand il a attrapé, je croyais qu'il voulait encore son fameux jeu. Mais au début, on était des adolescents, je comprenais qu'il jouait. On était des ados, mais on est devenus des adultes et des parents. Et lui, il n'a pas changé, il continuait. Et ses jeux devenaient de plus en plus douloureux. On avait beau lui dire d'arrêter, c'est comme s'il n'entendait même pas. Il disait, mais non, t'as pas mal. Mais si, j'ai mal. Non, t'as pas mal, qu'il disait. Et un jour, j'ai voulu me cacher derrière l'église pour évacuer dans ma voiture. Et là, j'ai eu le bonheur que la personne qui est passée, qui m'a vu pleurer, n'a pas voulu me laisser pleurer toute seule. C'est très dur de parler. C'est très dur parce qu'on a l'impression, et comme il le fait, qu'on est folle, qu'on est en décalage avec tout le monde. Je l'ai énormément ressenti. Cette dame-là a voulu m'aider, elle a appelé un autre collègue, mais ça s'était retourné contre nous. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer une assistante sociale. J'ai eu du mal avec elle parce que elle était dure avec moi dans ses mots, mais c'est normal. Maintenant, avec le recul, j'ai compris. J'ai eu la chance à l'hôpital, et ça a été difficile d'avoir trouvé une infirmière qui m'a écoutée. Après, j'avais arrêté. J'avais une psychologue, mais j'avais arrêté parce que lui me disait, il va pas voir ces gens-là, c'est que des charlatans, ils vont te monter la tête. 3 jours après, ma mère vient me voir, me dit les mêmes phrases. Va pas voir ces gens-là, ils vont te monter la tête. Non, c'est faux. C'est entièrement faux. Stop, je veux plus de ceci, que ce schéma. Stop, je vous en supplie pour le devenir de vos enfants, faites quelque chose. Protégez-vous, apprenez à comprendre qu'il faut d'abord se protéger soi, savoir se protéger soi, pour savoir protéger correctement nos enfants et penser à leur devenir d'adultes. Comment réussir à parler, à dévoiler, sans décrire les situations intimes de sa vie, des violences tant cachées? Suis-je prête? Je me suis posé plusieurs fois la question. Je ne pense pas que nous soyons prêts pour ce genre de choses. Est-ce le bon moment? Moi, c'est arrivé à un moment bien précis, comme un signe. Je l'accepte comme une thérapie. J'essaye de transmettre un message de vie, tant à l'enfant, à l'adulte, aux adolescents. Ce n'est pas facile dans la perception et l'interprétation est différente en fonction du regard, de l'âge auquel on subit des violences, qu'elles soient morales, verbales, physiques, psychologiques. La violence me touche au plus profond, me bloque. Mon esprit, par autodéfense, se vide. Pour ne plus se rappeler, ne plus souvenir, je bug. La violence, lorsque je la subis, me paralyse de peur et me fait faire le contraire de ce qu'il faudrait. Je me tais, je me renferme sur moi tel un hérisson. Je m'attelle à accomplir diverses tâches pour penser à autre chose et surtout enfouir la souffrance, cacher les traces comme il dit, agir pour protéger l'être aimé et se dire que demain est un autre jour. Ne plus accepter l'inacceptable, ne plus rester spectateur de sa vie, sauvez et protégez-vous et le devenir d'adulte de vos enfants. Cela demande beaucoup, mais la cause est juste.